Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la deuxième branche de la carte mentale du chapitre d'endocrinologie qui porte sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors voici la carte mentale en question, donc elle a toujours ces 10 branches mais je ne vous les remontre pas. Nous nous intéressons donc à cette deuxième branche sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Commençons déjà par une vue d'ensemble concernant l'hypothalamus et l'hypophyse. En fait, ces deux structures ensemble forment ce que l'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire, que l'on peut envisager comme étant un carrefour entre le système nerveux et le système endocrinien. Et cet axe hypothalamo-hypophysaire est modulé par tout un tas de signaux, notamment, entre autres, des signaux nerveux et endocriniens. Nous allons donc nous intéresser plus particulièrement à l'hypophyse, mais on va être amené bien sûr à reparler de l'hypothalamus en même temps. Mais dans un premier temps, soulignons le fait que l'hypophyse est subdivisée en fait en deux parties. Une première partie qui est l'adénohypophyse ou hypophyse antérieure qui est de nature glandulaire et une deuxième partie, la neurohypophyse qu'on appelle aussi l'hypophyse postérieure qui est elle de nature nerveuse. Commençons avec l'adénohypophyse. Alors pour ce qui est de son organisation, l'adénohypophyse, on va le voir, elle est sous le contrôle de l'hypothalamus. En fait, l'adénohypophyse va être influencée par 8 hormones hypothalamiques, plus exactement, on va parler de 8 neurohormones, puisqu'il s'agit de neurotransmetteurs qui sont libérés par l'hypothalamus, donc par des neurones de l'hypothalamus, mais qui ne sont pas libérés vers d'autres neurones, mais dans le sang. C'est pour ça qu'on parle de neurohormones, on est un petit peu là entre deux. Alors, parmi ces neurohormones hypothalamiques, il y en a 5 qui sont ce qu'on appelle des RH. RH, ça veut dire Releasing Hormones, c'est aussi ce qu'on appelle des libérines. Ce sont des neurohormones qui vont stimuler les productions hormonales de l'adénohypophyse. Ces 5 releasing hormones sont la GHRH, donc ça veut dire Growth Hormone Releasing Hormone, c'est aussi ce qu'on appelle la somatolibérine, la TRH, qui est la thyrotropine releasing hormone, qu'on appelle aussi la thyréolibérine ou thyrolibérine. La GnRH, qui est la gonadotropine releasing hormone ou gonadolibérine. La CRH, qui est la corticotropine releasing hormone ou corticolibérine. Et puis la PRH, la prolactine releasing hormone ou hormone de libération de la prolactine. À côté de ces 5 releasing hormones, il y a 3 IH, des inhibiting hormones, qu'on appelle aussi des statines, qui elles vont au contraire freiner les productions adénohypophysaires. Ces inhibiting hormones sont la GHIH, ça veut dire donc Growth Hormone Inhibiting Hormone ou somatostatine. On a également la MIH, Mélanotropine Inhibiting Hormone ou facteur inhibiteur de l'hormone mélanotrope. Et il y a la PIH, Prolactine Inhibiting Hormone ou facteur inhibiteur de la prolactine qui en l'occurrence est de la dopamine. L'adénohypophyse va donc sous l'influence des neurohormones hypothalamiques ajuster ses productions d'hormones et elle peut libérer, elle, 7 hormones, donc 7 hormones adénohypophysaires dont le nom générique qu'on leur attribue est le terme de stimuline ou trophine. Ces 7 hormones adénohypophysaires sont les suivantes. Donc la GH pour Growth Hormone. Parfois on la note avec un petit H devant pour dire Human Growth Hormone. Et donc la GH c'est l'hormone de croissance. On l'appelle aussi parfois la somatotrophine et elle est produite par les cellules somatotropes de l'adénohypophyse. Il y a la TSH, donc TSH ça veut dire Thyroid Stimulating Hormone, on l'appelle aussi la thyrotrophine ou hormone thyrotrope ou thyréotrope et elle est produite par les cellules thyrotropes ou thyréotropes de l'adénohypophyse. La FSH, c'est la Follicle Stimulating Hormone, donc hormone folliculo-stimulante. Elle est produite par les cellules gonadotropes, lesquelles cellules gonadotropes produisent aussi la LH. La LH, c'est la Luteinizing Hormone ou hormone lutéinisante. Ensuite, on a l'ACTH, donc adrénocorticotropique hormone, qu'on appelle aussi corticotrophine, qui est produite par les cellules corticotropes, lesquelles cellules corticotropes produisent aussi la MSH, Melanocyte Stimulating Hormone ou hormone mélanotrope. Et puis, il nous reste la PRL ou prolactine. Donc PRL, ça veut dire tout simplement prolactine, justement. Et la prolactine est produite par les cellules lactotropes. Donc toutes ces hormones adénohypophysaires vont agir sur différentes cellules cibles.
Alors, avant d'en dire plus, notons que finalement, il existe entre l'hypothalamus et l'hypophyse un système porte, puisqu'effectivement, l'hypothalamus va libérer ses neurohormones dans un premier réseau de capillaires. Ça veut dire que les neurones qui produisent les neurohormones hypothalamiques libèrent leurs neurotransmetteurs dans le sang, dans ce premier réseau de capillaires. Ces neurohormones sont emportés par le flux sanguin vers l'adénohypophyse, où là, il y a un deuxième réseau de capillaires. Ces neurohormones vont pouvoir aller atteindre donc les cellules de l'adénohypophyse, lesquelles vont pouvoir, ensuite en étant stimulées, alors parfois elles sont évidemment ralenties, mais enfin en tout cas elles vont pouvoir donc les cellules adénohypophysaires libérer leurs hormones dans ce deuxième réseau de capillaires, et puis ensuite donc les hormones sont emportées dans le flux sanguin. On est donc bien sur un système porte, et entre ces deux réseaux de capillaires, le vaisseau sanguin que l'on trouve est un vaisseau qu'on va qualifier de porte, et il s'agit en l'occurrence de veine porte hypophysaire. Alors, les relations donc fréquemment rencontrées entre cet axe hypothalamo-hypophysaire et le reste du corps sont les suivants. Je dis fréquemment rencontrées parce que ce n'est pas toujours organisé systématiquement de cette manière, mais le plus fréquent la plus fréquente est l'organisation suivante. Donc, l'hypothalamus va moduler l'activité de l'hypophyse, et l'hypophyse va ensuite libérer ces hormones dans le sang qui vont pouvoir agir sur des glandes endocrines, lesquelles glandes endocrines vont à leur tour libérer leurs propres hormones. Et les hormones libérées par les hormones endocrines vont ensuite rétroagir via un phénomène de rétroinhibition, de feedback négatif, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui fait que l'on va être sur une régulation donc en constance. C'est ce qu'on observe le plus souvent. Alors bien sûr, parfois, il y a aussi des hormones adéno-hypophysaires qui peuvent agir sur des organes et directement agir sur ces organes sans spécialement les amener à produire des hormones spécifiques, mais le plus souvent c'est quand même ce schéma qu'on observe, et le plus souvent aussi c'est une rétroinhibition, mais il peut y avoir aussi parfois des rétroactivations qui existent, mais qui sont beaucoup plus fréquentes, avec comme on l'a dit, les systèmes de régulation en tendance qui sont plus rares, pas plus fréquents, qui sont plus rares que les phénomènes de rétroinhibition ou feedback négatif qui, eux, sont vraiment assez fréquents. Alors, on va s'intéresser aux différentes hormones adéno-hypophysaires. On peut commencer par la GH, donc l'hormone de croissance. J'ai remis ici ce petit schéma qui figure sur le diaporama en une version un peu plus nette, mais globalement, on retrouve ici l'hypothalamus qui va pouvoir moduler la production de GH, d'hormones de croissance, par l'hypophyse via deux neurohormones qui sont la GHRH et la GHIH. Il y a une chose aussi que j'ai rajoutée là sur ce schéma que je ne ferai plus figurer ensuite, c'est le fait que les productions en fait des hormones vont se faire par pulse, donc c'est une production assez rythmique. Ça veut dire que si on regarde un petit peu la quantité de ces hormones dans le sang, on voit que par moment ça augmente, puis ça diminue, puis ça réaugmente, puis ça diminue, puisque c'est rythmique. Bref, l'hormone de croissance va pouvoir directement agir sur tout un tas de cellules cibles du corps, parfois en les amenant à produire des hormones qui sont les somatomédines, ou qu'on appelle aussi les IGF pour Insulin-like Growth Factor. Alors, quels sont les effets de l'hormone de croissance ? Donc l'hormone de croissance, si on veut donner assez succinctement ses effets, on va dire qu'elle est anabolisante protéique. Anabolisante protéique, ça veut dire qu'elle va augmenter en fait l'utilisation des acides aminés. Elle va notamment les récupérer dans le sang. Les cellules vont plus utiliser les acides aminés et vont davantage construire du matériel protéique. En même temps, elle va aussi ralentir le catabolisme protéique. Revenons juste sur le terme anabolisme. Quand on avait parlé du métabolisme, on a dit que le métabolisme est constitué de deux types de réactions chimiques. Les réactions de l'anabolisme qui sont des réactions de construction de matériaux, et les réactions du catabolisme qui sont des réactions de déconstruction des matériaux. Donc là, quand on dit anabolisante protéique, ça veut dire qu'elle va favoriser les constructions de protéines. D'autre part, l'hormone de croissance est catabolisante lipidique. Là, ça veut dire qu'elle va déconstruire les lipides, notamment les triacylglycérols vont être découpés, et on va récupérer du coup l'énergie, notamment présente dans les acides gras, qui va permettre de fabriquer de l'ATP. Et puis, l'hormone de croissance est hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va augmenter en fait la quantité de glucose dans le sang, notamment en faisant en sorte que les cellules non glucodépendantes
récupère un petit peu moins de glucose, et elle va aussi stimuler la libération de glucose par le foie. Bref, le résultat est qu'on va avoir une tendance à l'hyperglycémie qui va s'observer. Alors, ces différentes actions vont faire que, déjà d'une part, si on revient sur le catabolisme lipidique et l'hyperglycémie qui s'observe, ça veut dire qu'il y a plus en fait, de molécules énergétiques qui vont pouvoir produire l'ATP qui circulent, ce qui va favoriser aussi l'anabolisme protéique, la construction des protéines. Alors, chez l'enfant, on peut dire que l'effet de l'hormone de croissance tient bien son nom, puisqu'elle va favoriser effectivement la croissance de l'enfant en agissant donc, à différents niveaux, au niveau des os, des muscles squelettiques, du foie, mais aussi tout un tas d'autres cellules, en gros ce qu'on a noté ici. Et chez l'adulte, l'hormone de croissance, là évidemment, elle ne va pas servir à la croissance, entre guillemets, puisque la croissance est terminée. Par contre, c'est une hormone qui va contribuer au maintien en bon état de l'ensemble du corps. Alors on peut noter que la sécrétion de l'hormone de croissance, elle est favorisée par une augmentation d'acides aminés dans le sang. Effectivement, s'il y a des acides aminés, comme elle est anabolisante protéique, elle va pouvoir récupérer ces acides aminés et dans le même temps permettre d'avoir un taux constant d'acides aminés dans le sang. Par contre, effectivement, si la quantité d'acides aminés diminue, à ce moment-là, elle va être moins libérée. L'hormone de croissance est favorisée aussi par une diminution de la quantité d'acide gras dans le sang, puisque effectivement quand elle est produite, elle va permettre de l'augmenter, donc ça va permettre aussi de réguler cette quantité. A l'inverse, une augmentation d'acide gras dans le sang va au contraire inhiber la production de l'hormone de croissance. Une hypoglycémie va favoriser la production d'hormones de croissance, puisqu'effectivement elle est hyperglycémiante, elle va permettre de faciliter le retour au niveau standard de la glycémie, et à l'inverse, une hyperglycémie va inhiber la production de l'hormone de croissance. Et puis il y a d'autres phénomènes qui vont aussi soit favoriser, soit inhiber la production de l'hormone de croissance. On sait aussi que selon l'état de sommeil dans lequel on est, le sommeil profond va plutôt favoriser la production d'hormones de croissance, le sommeil paradoxal a plutôt tendance à l'inhiber, et puis le système nerveux orthosympathique va favoriser la production de l'hormone de croissance, ce qui va notamment se passer lors d'une période d'exercice physique par exemple, et on sait qu'une carence affective peut entraîner une diminution de la sécrétion de l'hormone de croissance, à tel point que chez l'enfant ça peut entraîner un retard de croissance assez important la croissance pourra reprendre ensuite quand il y a un retour, on va dire, affectif entre guillemets à la normale. Alors, évoquons quelques troubles, quelques déséquilibres qu'on peut observer. Qu'est-ce qui se passe quand il y a notamment une hyposécrétion de l'hormone de croissance? Quand ça se produit chez l'enfant, ça entraîne ce qu'on appelle un anisme hypophysaire. Alors, en général, c'est un trouble qui va aussi se caractériser par des problèmes de développement au niveau sexuel et au niveau de la thyroïde. Donc on peut évidemment remédier à ce problème en apportant de l'hormone de croissance, entre guillemets, de synthèse. Quand l'hyposécrétion se produit chez l'adulte, ce qu'on va observer, c'est une tendance à l'asthénie à la fois physique et psychique. Donc ça va être une tendance un peu dépressive chez l'individu. Il peut y avoir aussi des modifications au niveau de la trophicité cutanée, au niveau de la répartition des masses grasses, des masses maigres du corps. Il peut y avoir un impact aussi sur les os dont la densité va diminuer. À l'inverse, quand il y a une hypersécrétion d'hormones de croissance, que se passe-t-il quand ça survient chez l'enfant? Chez l'enfant, en fait, les os vont pouvoir grandir en longueur, donc on va observer un gigantisme qui va se produire. Quand il y a une hypersécrétion, par contre, qui survient chez l'adulte, les os donc ont fini leur croissance en longueur, les plaques épiphysaires étant soudées. Par contre, il y a quelques os qui vont continuer à grandir, mais pas vraiment grandir, plutôt à s'épaissir. Ça va être en particulier le cas des os de la mâchoire, des os des mains, des os des pieds, ce qui va donner un aspect un peu particulier aux personnes qui présentent une acromégalie. Il va y avoir aussi certains tissus mous qui vont avoir tendance aussi à grandir, un certain nombre de la peau, notamment au niveau du visage, ce qui peut donner lieu aussi à des rides assez profondes. Et puis, on observe aussi parfois assez souvent en fait, des apnées du sommeil qui peuvent être une conséquence de l'acromégalie.
Alors, intéressons-nous maintenant à une autre hormone adénohypophysaire qui est la TSH. J'ai simplement mis ici ce schéma qui est en gros à peu près le même à chaque fois, comme on peut le voir. On part de l'hypothalamus qui produit donc, qui libère donc ces neurohormones. Donc ici la TRH. La TRH agit sur l'hypophyse, sur les cellules thyrotropes de l'hypophyse, va les stimuler et les amener à libérer de la TSH. Et la TSH va agir sur la thyroïde et l'amener à produire notamment ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. Alors la TSH peut aussi avoir un effet sur la thyroïde elle-même et stimuler notamment la croissance de certaines cellules de la thyroïde, comme on aura l'occasion de le voir après en parlant plus spécifiquement de la thyroïde, et on verra quels sont les effets de la T3 et la T4. Alors la FSH et la LH, donc ce sont deux hormones adénohypophysaires produites par les cellules gonadotropes sous l'effet de la GnRH de l'hypothalamus. La LH et la FSH vont agir sur les gonades et les amener à produire des hormones sexuelles. En retour, j'ai oublié de le dire là pour la T3 et la T4, mais en retour, ces hormones vont avoir un effet de feedback négatif et vont ralentir donc les productions de l'axe hypothalamo-hypophysaire, ce qui permet d'avoir donc des taux plutôt constants. On est sur de régulation en constance. D'autre part, LH et FSH peuvent aussi agir sur les gonades. Chez la femme, ce sont des hormones qui vont favoriser le développement des follicules, l'ovulation et la constitution du corps jaune. Chez l'homme, ce sont des hormones qui vont favoriser le développement des spermatozoïdes. L'ACTH. L'ACTH est produite donc par les cellules corticotropes de l'hypophyse sous l'action de la CRH qui est elle-même libérée par l'hypothalamus. L'ACTH va agir sur les glandes surrénales et amener les glandes surrénales à produire des glucocorticoïdes. Le principal chez l'humain, c'est le cortisol. Les glucocorticoïdes vont pouvoir agir ensuite en retour, toujours en feedback négatif, sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc en le freinant, ce qui permet d'avoir une régulation ici en constance, comme c'était le cas pour les deux situations précédentes. Que se passe-t-il pour la MSH? Alors la MSH, donc, elle est produite par également les cellules corticotropes de l'hypophyse. Sa production va être modulée à la fois par une releasing hormone hypothalamique, mais aussi par une inhibiting hormone hypothalamique. Donc il se trouve que la CRH va stimuler la production de MSH et la MIH va avoir tendance à la freiner. Et la MSH, elle agit sur un certain nombre de cellules cibles. On a identifié des récepteurs à la MSH au niveau de la peau, au niveau de l'encéphale. Par contre, on sait qu'au niveau de la peau, la MSH a tendance à augmenter la synthèse de mélanine dans les mélanocytes, en particulier quand il y a certains UV, les UVA. Elle va aussi agir sur l'excrétion de sodium, mais dans la réalité, on ne connaît pas très bien en fait les rôles chez l'humain, ça reste assez flou. Elle pourrait par exemple moduler aussi l'action de l'ACTH sur les surrénales et pourrait être impliquée aussi dans la régulation de la prise alimentaire. Voilà, donc c'est assez flou. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que si y a une quantité importante de MSH, ça va avoir tendance à assombrir la peau. Et on sait qu'effectivement, c'est notamment, son rôle physiologique est bien plus connu chez les amphibiens, mais il se trouve qu'effectivement, quand il y a beaucoup de MSH, eh bien, ça a tendance à assombrir la peau. Alors, d'autre part, une petite remarque aussi qu'on peut faire, c'est que l'ACTH, elle peut agir aussi sur les récepteurs de la MSH, et quand il y a beaucoup d'ACTH, eh bien, ça peut aussi entraîner un assombrissement de la peau chez l'humain. On verra ça dans une pathologie en abordant justement la question des glandes surrénales. Dernière hormone donc adénohypophysaire qui est donc la prolactine. La prolactine, donc, elle est produite par les cellules lactotropes de l'adénohypophyse. Sa production est régulée à la fois par une libérine, la PRH, et par une statine, la PIH. Et la prolactine va agir sur les glandes mammaires à condition que celle-ci ait été sensibilisée. Donc son action va surtout avoir lieu après l'accouchement, et c'est ce qui va permettre de déclencher la production de lait et d'entretenir cette production de lait. On sait que dans le même temps, quand cette prolactine est produite, elle va avoir tendance à produire une aménorrhée, c'est ce qu'on observe d'ailleurs dans le postpartum. Après, donc, en dehors de cette période du postpartum, quand il y a une quantité de prolactine augmentée chez la femme, ça peut entraîner une galactorrhée, donc production de lait par les glandes mammaires, alors qu'on n'est plus dans la période du postpartum, ni dans une période d'allaitement. Et on sait que donc, de la prolactine, il y en a aussi chez l'homme.
l'homme. On ne sait pas quels sont ses rôles physiologiques. Ce qu'on a pu en tout cas constater, c'est que quand il y a une quantité de prolactine trop importante chez l'homme, eh bien ça peut entraîner une impuissance. Intéressons-nous maintenant à la neurohypophyse. Comme nous l'avons dit, la neurohypophyse correspond à du tissu nerveux. Donc on va trouver des cellules gliales et des neurones. Plus exactement, les cellules gliales qu'on va trouver sont des astrocytes modifiés qu'on appelle des pituicytes. Et les neurones que l'on trouve, en fait, on va trouver les terminaisons axonales de neurones qui sont des neurones hypothalamiques, dont le soma est situé donc, au niveau vraiment de l'hypothalamus. Et plus exactement, donc, le soma de ces neurones va être situé au niveau des noyaux paraventriculaires et supraoptiques. Donc ces terminaisons axonales qu'on trouve au niveau de la neurohypophyse vont libérer des neurohormones qui sont l'ocytocine et l'ADH. L'ADH, c'est l'hormone antidiurétique qu'on appelle aussi la vasopressine. Donc il s'agit bien de neurohormones, c'est-à-dire qu'il s'agit en réalité de neurotransmetteurs qui sont libérés donc, par ces neurones de l'hypothalamique, non pas vers d'autres neurones, mais dans des capillaires sanguins. Les capillaires sanguins, ici, sont des capillaires, je dirais, un peu classiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas, au niveau de la neurohypophyse, de système porte, contrairement à ce qu'on a pu observer au niveau de l'adénohypophyse. Donc ça veut dire que ces deux neurohormones vont être entraînées dans la circulation générale du corps. Alors, quelles sont les fonctions associées à l'ocytocine et à l'ADH? Donc, l'ocytocine, on sait qu'elle agit sur plusieurs organes cibles. Elle agit sur les glandes mammaires où elle va favoriser l'éjection du lait. On connaît un mécanisme réflexe qui existe, qu'on connaît assez bien. C'est-à-dire que lorsque le nouveau-né crée une succion, donc tête, la succion va entraîner la production d'ocytocine qui va agir sur les glandes mammaires, ce qui va produire l'éjection du lait. Donc, ce n'est pas la fabrication du lait. La fabrication du lait, c'est la prolactine. L'ocytocine, c'est l'éjection du lait. D'autre part, l'ocytocine va aussi agir sur l'utérus et elle va entraîner des contractions de l'utérus. Ce sont notamment des contractions qu'on va observer au cours de l'accouchement, donc également au cours de la délivrance, au moment de l'expulsion donc, du placenta, une fois que le nouveau-né est sorti. Mais pendant l'allaitement, finalement, l'ocytocine qui est produite à chaque succion du nourrisson qui entraîne l'éjection du lait va aussi agir sur l'utérus et va entraîner des contractions de l'utérus qui contribue à la remise en place de l'utérus, qui peut parfois aussi générer quelques douleurs. Et ces contractions, quand elles sont douloureuses, on a tendance à les appeler des tranchées. Mais en tout cas, voilà, ça a plutôt tendance à favoriser le retour à sa taille initiale, à sa remise en place donc de l'utérus, et ça a tendance aussi à diminuer les saignements qu'on observe dans le post-partum. D'autre part, l'ocytocine, elle agit aussi sur l'encéphale et c'est une hormone qu'on appelle assez classiquement l'hormone de l'attachement puisque effectivement, elle va favoriser en fait les rapprochements sociaux. Donc c'est l'attachement, donc la confiance, l'amitié, la sociabilité, l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant. Alors après, c'est un terme un petit peu bateau. En fait, dans les études faites sur l'ocytocine, on se rend compte que parfois, en présence de beaucoup d'ocytocine, effectivement, ça favorise des rapprochements entre individus, mais parfois aussi ça peut avoir l'effet inverse. Ce qui fait qu'on a essayé de revoir un petit peu ce qualificatif qui est assez vraiment donné à l'emporte-pièce concernant l'ocytocine. Et en fait, ce qu'on dit, si on veut être un petit peu plus fin dans ce que fait l'ocytocine, c'est que l'ocytocine, en fait, c'est une hormone qui va probablement avoir comme effet d'accroître la saillance de certains signaux, qui sont notamment les signaux sociaux, les signaux du contexte. Et parce que ces signaux sont plus saillants, ils vont être davantage peut-être pris en compte et ça va éventuellement favoriser des rapprochements, comme ça peut aussi entraîner des comportements au contraire d'évitement, de retrait. Autre neurohormone produite par la neurohypophyse, donc l'ADH, l'hormone antidiurétique ou antidiurétique hormone, qu'on appelle aussi vasopressine. On a déjà parlé donc de cette hormone dans le chapitre sur le système cardiovasculaire ainsi que dans le chapitre sur les reins. Donc l'ADH, c'est classiquement ce qu'on appelle l'hormone de l'économie de l'eau. Effectivement, elle va agir sur les reins où elle va pouvoir accroître la réabsorption facultative de l'eau en favorisant l'insertion d'aquaporine au niveau de la toute fin du tubule contourné distal des néphrons et aussi au niveau des tubules collecteurs.
Donc il y a vraiment une économie de l'eau qui va se faire. Elle va aussi d'ailleurs, dans ce cadre de l'économie de l'eau, agir sur les glandes sudoripares et diminuer donc la transpiration. Et puis avec son autre nom, vasopressine, eh bien, on sait qu'elle agit aussi sur les artérioles et elle va avoir un effet vasoconstricteur sur ces artérioles, ce qui va contribuer là à accroître la pression artérielle. Et globalement, on avait évoqué tout un mécanisme en fait réflexe qui amène la production d'ADH. On a dit que quand il y a moins d'eau dans le corps, c'est-à-dire quand la pression osmotique du sang augmente, et également aussi quand il y a une diminution du volume sanguin, par exemple en cas d'hémorragie ou quand il y a une diminution de la pression artérielle, eh bien les différents récepteurs vont finalement le détecter, vont stimuler la neurohypophyse qui va produire l'ADH. Ça va entraîner donc tous ces effets et au final on va, si effectivement on manque d'eau, si on a perdu de l'eau, on va économiser de l'eau. En plus, on va pouvoir aussi réaugmenter la pression artérielle. Il va y avoir aussi un phénomène de soif qui va être produit, ce qui fait que ça va tendre à ramener en fait ces paramètres, notamment la quantité d'eau présente dans le corps, à la normale. Alors on peut évoquer un trouble qu'on avait là aussi déjà évoqué, qui est le diabète insipide, qui s'observe quand il y a une hyposécrétion d'ADH. À ce moment-là, la réabsorption facultative de l'eau ne se fait plus et la personne va uriner des litres et des litres d'urine par jour, puisqu'il n'y a plus cette récupération facultative de l'eau. Ça veut dire que donc il y a une urine qui va être produite en grande quantité, ce qu'on appelle une polyurie, qui est aussi ce qu'on observe dans un diabète donc classique, non traité. En revanche, on dit diabète insipide parce que l'urine qui est produite en grande quantité n'est pas sucrée. Voilà, nous avons donc fini avec cette branche concernant donc l'hypothalamus et l'hypophyse et je vous dis à bientôt pour la suite de ce chapitre.